Je ne peux pas laisser ma mère seule, je m'inquiète pour mon père. S'il vous plaît, pouvez-vous conduire? Conduisez-nous à l'hôpital. Pour un instant, Marie m'a juste dévisagé, mais ensuite, il a dit, d'accord et a commencé à se préparer. Merci. Je me suis rapidement préparée aussi, et nous sommes partis pour l'hôpital dans la voiture de Marie. Alors que nous roulions dans les bois et que nous sommes allés un peu plus loin, soudain Marie a arrêté la voiture. Il semble que quelque chose ne va pas avec la voiture, a-t-il dit. Je suis désolé, mais pouvez-vous sortir et vérifier le pneu avant? Je l'ai fait comme il l'a demandé, en sortant de la voiture et en fermant la portière passager derrière moi. Soudain, j'ai entendu la voiture démarrer. Attendez, qu'est-ce que vous faites? J'ai appelé. Marie avait démarré la voiture sans me laisser remonter. Il a garé la voiture sur la voie opposée, s'est approché de moi en hâte et m'a jeté mon sac à dos par la fenêtre ouverte. C'est pour m'avoir réveillé en pleine nuit, a-t-il dit avec un sourire. Puis, il est parti, disparaissant de ma vue en un rien de temps. 2 heures plus tard, je suis arrivée à l'hôpital pour trouver un Bob gravement blessé. Je m'appelle Catherine Thompson, j'ai 24 ans. Une femme au foyer. Après l'obtention de mon diplôme universitaire, je me suis jointe à une grande entreprise, mais j'ai démissionné après mon mariage avec une senior que j'y avais rencontrée, Marie. Marie était belle, intelligente, une athlète accomplie et le fantasme de chaque fille. Je suis tombée amoureuse de Marie dès que je l'ai vue lors d'une séance d'entraînement qu'elle a dirigée peu de temps après mon arrivée dans l'entreprise. Comme d'autres collègues féminines, je disais, ce serait merveilleux d'être sa petite amie. À l'époque, mes sentiments étaient plus comme l'adoration d'un fan pour une célébrité. L'excitation de voir Marie au bureau ou d'être affectée à une tâche où j'interagirais avec elle était grisante. Puis, sans prévenir, Marie s'est approchée de moi après que j'ai été affectée au département administratif. C'était lié au travail, mais j'étais ravie qu'il se souvienne de mon nom et qu'il me demande spécifiquement, Catherine. Ce jour-là, mes collègues se sont moqués de moi et je me sentais comme si je flottais dans les airs. Après cela, pour une raison quelconque, Marie a commencé à me parler plus souvent. Avant même de m'en rendre compte, nous sortions ensemble et bientôt nous étions mariés. J'avais adoré Marie jusqu'aux cieux, mais je me suis toujours demandé pourquoi elle m'avait choisi. Lorsqu'il m'a demandé en mariage, je lui ai demandé, Marie, pourquoi m'as-tu choisi? Et il a souri et a répondu, parce que tu m'as le plus aimé. J'étais à la fois gênée et ravie d'entendre cela. Je me sentais validée. Je croyais qu'il avait reconnu l'ampleur de mon amour et l'avait accepté. Mais la raison que Marie m'a donnée après notre mariage était un peu différente. Il a dit, je t'ai épousée parce que tu étais ma plus grande fan. En d'autres termes, tu connaissais le mieux mon excellence. Vous avez fait le bon choix. Cela m'a semblé hors de propos. Cela m'a semblé similaire, mais différent de ce à quoi je m'attendais. Semblable, mais différent, je ne pouvais tout simplement pas mettre le doigt dessus. Mais avec le temps, ce malaise a pris une forme solide et je me suis retrouvée prise au piège. Si j'avais réalisé ce que ce malaise signifiait plus tôt, je n'aurais pas souffert autant. Marie, par tous les comptes, était parfaite tant que vous ne la contrariez pas. Après notre mariage et notre emménagement ensemble, je me suis aperçue que Marie était devenue plus critique à mon égard. Par exemple, des petites choses comme faire trop cuire les œufs au petit déjeuner jusqu'à ce que le jaune soit trop dur ou ne repasser pas correctement sa chemise blanche à son goût. Parfois, elle me faisait passer un test inopiné sur des questions économiques ou sociales complexes et me réprimandait de ne pas avoir une réponse satisfaisante. Elle n'aimait pas comment je la réveillais le matin, ou si je ne répondais pas à ses messages immédiatement, ou si le café était trop faible, ou si une mèche de cheveux était dans l'évier.
Marie soulignait chaque petit détail, sans jamais hausser la voix, mais en parlant toujours lentement et délibérément, comme pour s'assurer que je comprenais. Écoutez, disait-elle, je vous dis cela pour votre propre bien. Pour que vous puissiez être une épouse digne de moi, et ne pas vous ridiculiser devant les autres. Si vous faites simplement ce que je dis, vous ne vous tromperez pas. Cela continuerait jusqu'à ce que je réponde par « Oui, je comprends. Je suis désolée, j'avais tort. » Une fois qu'elle avait l'impression que je regrettais sincèrement mes actions, elle disait « D'accord, soyez juste prudente la prochaine fois. » Je me suis retrouvée à marcher constamment sur des œufs. Jour et nuit, je surveillais les expressions de Marie, je gardais la maison impeccable et je servais les plats parfaitement sans aucun défaut. La seule chose à laquelle je pensais était d'éviter d'être réprimandée, c'était tout. Pourtant, à mesure que je me fatiguais davantage, Marie ferait des commentaires, « Tu sais, Catherine, l'apparence compte. Récemment, tu as l'air fatiguée tout le temps. Que penseront les gens? Tu devrais toujours avoir l'air à ton meilleur en tant que mon épouse. » Elle a ensuite insisté pour m'acheter des vêtements et du maquillage coûteux ou m'envoyer dans des salons et des spas. Marie était plutôt aisée, donc ironiquement, la seule chose à laquelle je ne devais pas m'inquiéter était l'argent. J'ai également tendu mes nerfs pour améliorer mon apparence comme elle l'ordonnait, et par conséquent, les gens autour de moi disaient des choses comme ça, « Catherine, tu as un mari merveilleux. Je suis si envieuse. Je souhaiterais avoir épousé quelqu'un comme Marie. Oh, comme je souhaiterais échanger ma place avec toi. » Je pense probablement la même chose si je le voyais de leur point de vue. Mais la réalité était l'enfer. Si c'était possible, je souhaitais que quelqu'un échange sa place avec moi. Désespérément, je suivais les ordres de Marie, et avant que je ne m'en rende compte, 2 ans étaient passés. Sous mon visage souriant, je me perdais lentement. Puis, un incident s'est produit. Un soir tard, mon smartphone a sonné, me tirant de mon monde de rêve éphémère et me ramenant à la réalité. J'ai répondu rapidement, « Allô ?» J'ai rapidement attrapé mon téléphone, vérifiant Marie, qui dormait à côté de moi. Il avait l'air de s'être réveillé et d'avoir tourné dans son lit, regardant de façon irritée. L'appel provenait de ma mère. « Allô, qu'est-ce qui se passe? » « Oh, Catherine, ton père. Ton père a fait une crise cardiaque et est en train de subir une opération. » Toi? Tata. J'ai expliqué la situation à Marie. Je dois me rendre à l'hôpital. Est-ce que tu peux m'y conduire? Marie me regarda sans dire un mot. Je suis sûre que même Marie accepterait de me conduire. Bien que j'aie un permis de conduire, je n'ai pas le droit de conduire la voiture de Marie. Je ne peux pas laisser ma mère toute seule. Je m'inquiète pour papa. Est-ce que tu peux conduire, s'il te plaît? Conduis-moi à l'hôpital, ai-je dit. Au bout d'un moment, Marie a dit d'accord et a commencé à s'habiller. Merci, ai-je dit, me préparant rapidement, et nous sommes partis pour l'hôpital dans la voiture de Marie. L'hôpital se trouve à environ 7 à 8 miles et prendra environ 10 à 15 minutes en voiture. La route principale mène directement à l'hôpital, mais Marie a pris un chemin de traverse. C'est le milieu de la nuit. Cette voie est plus rapide, a-t-il dit. J'étais reconnaissant que Marie essaie de m'emmener là-bas aussi rapidement que possible. Même s'il est toujours difficile, il se soucie vraiment de moi, je le croyais. Après avoir conduit sur une route de campagne pendant un certain temps, nous sommes entrés dans une zone boisée. Je me souviens qu'il a mentionné que ce trajet était plus pittoresque lors de nos trajets. Soudain, Marie a arrêté la voiture. Le véhicule semble avoir des problèmes. Pouvez-vous vérifier le pneu avant pour moi? Il a demandé. Je suis sorti comme il l'a demandé et j'ai fermé la portière passager. Mais alors, qu'est-ce que? Marie a démarré la voiture sans moi dedans.
La voiture s'est déplacée sur une courte distance en avant, a reculé, a tourné et est revenue là où je me tenais, stupéfait. J'ai une présentation importante demain. Et maintenant, je suis réveillée à cette heure indécente, a dit Marie, en me jetant mon sac à moi par la fenêtre ouverte. C'est ta punition pour m'avoir réveillée en plein milieu de la nuit, a-t-elle renâclé d'une manière effrayante et est repartie dans la direction d'origine, et en un clin d'œil, elle était hors de vue. L'emplacement était au milieu d'une forêt pas trop profonde, et l'heure était proche de 2 heures du matin. Normalement, on se sentirait impuissant et on pleurerait même dans une telle situation, mais je me sentais pourtant soulagée. Dans la forêt noire de Peach, j'ai continué à marcher droit vers l'hôpital, à une distance d'environ 6 miles. Tout ce à quoi je pouvais penser était d'atteindre mes parents le plus rapidement possible. Je m'en fichais complètement de la tête en colère de Marie. Je n'aurais pas l'esprit contre si je ne la voyais plus jamais. À l'époque, lorsqu'il m'a lancé ce sac, j'ai à peine retenu mes larmes, me demandant pourquoi il aurait pu faire une chose pareille. Aurais-je encore fait une erreur? Aurais-je contrarié Marie? Je devrais m'excuser rapidement. Mais, je ne pouvais pas penser à ce pourquoi m'excuser. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Cependant, dans ma confusion, Marie m'a donné la réponse. C'est une punition pour m'avoir réveillée en pleine nuit. Si j'avais réveillé Marie pour une raison futile, alors c'était de ma faute. Mais qu'en serait-il si mon beau-père était dans un état critique, subissant une opération d'urgence? Et ma belle-mère attendait anxieusement la fin de l'opération à l'hôpital. Marie ne doit sûrement pas se soucier de ce que je ressens, voulant être avec eux le plus tôt possible. Son travail de demain doit être plus important pour elle que tout le reste. Même si elle ne se souciait pas de mes sentiments ou de ceux de mes parents, elle aurait pu simplement me dire d'aller à l'hôpital seule. Au lieu de cela, elle a prétendu me conduire à l'hôpital, puis a menti et m'a abandonné dans la forêt sombre. De tels actes vont au-delà de ce qui est acceptable. Cela a été un réveil brutal pour moi. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai imaginé Marie comme un prince de conte de fées, et j'ai cru vivre ce rêve en l'épousant. Mais ce rêve s'est avéré être un cauchemar. Le vrai prince s'est révélé être une personne égoïste. C'était entièrement là son sujet, et il a même admis que la raison pour laquelle il m'avait épousée était que j'étais sa plus grande admiratrice. En d'autres termes, il avait choisi la personne la plus facile à manipuler, tout simplement pour satisfaire son ego. Je pensais l'être aimée et choisie par Marie et j'ai fait de mon mieux pour être une bonne épouse pour elle. Maintenant, je m'en fiche complètement. Dans cette forêt, j'ai trouvé ma liberté. Je ne peux plus retourner dans cette cage et je n'ai pas l'intention de le faire. Qu'est-ce qui m'a même paru attirant dans une personne aussi superficielle qui ne semble pas humaine? Alors que je marchais rapidement à travers la forêt, ces pensées me traversaient l'esprit. Après environ 2 heures de marche, j'ai finalement atteint l'hôpital. À mon arrivée à l'hôpital, j'ai informé les urgences que mon père avait été amené par ambulance et subissait une intervention chirurgicale. Le garde de sécurité à la réception a vérifié le nom que j'avais fourni et m'a ensuite demandé de signer sur la liste des visiteurs. Une fois fait, il m'a remis un badge de visiteur. J'ai porté le badge autour de mon cou et j'ai marché rapidement jusqu'à la salle d'opération centrale où ma mère m'attendait. Le seul son qui résonnait dans le couloir sombrement éclairé était le clic-clac de mes talons. Cela fait 2 heures que cela dure. Je me demande comment mon père va et comment ma mère se débrouille. Naturellement, j'ai accéléré le pas. La fatigue de la longue marche n'était nulle part. Après avoir tourné quelques coins, je pouvais voir ma mère assise sous une lumière tamisée sur un canapé. Maman. Kathleen. Comme je l'ai appelée, elle a levé les yeux avec des larmes qui coulaient sur son visage. J'ai ressenti un sentiment de malaise dans ma poitrine. Est-ce que quelque chose ne va pas avec papa?
Je lui ai demandé. Elle a secoué la tête. Non, non, je me suis juste sentie soulagée de te voir. Ton père est toujours en chirurgie. Tu m'as fait peur. J'ai ressenti un afflux de sang de mon cœur et toute ma force m'a abandonnée. Après avoir attendu un peu plus longtemps, les lumières de la salle d'opération se sont enfin éteintes. Nous avons été informés par le chirurgien que l'opération avait réussi. Il faudra un certain temps pour que sa condition se stabilise, mais pour l'instant, le danger est passé. Ma mère et moi avons versé des larmes de soulagement ensemble. Mon père a été emmené en soins intensifs sur un brancard. Il dort toujours, mais j'étais vraiment soulagée de voir son visage, reposant paisiblement. Ensemble avec ma mère, nous sommes allés en soins intensifs et avons veillé sur lui lorsqu'il a été transféré dans son lit. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Nous attendons simplement que papa se réveille et se rétablisse. Je dois m'assurer que maman se repose. Les 2 heures avant mon arrivée ont dû être si solitaires pour elle. Y penser me met en colère contre Marie. Je t'ai emmené chez ma mère à la machine à café et je lui ai acheté un thé chaud. Voici, bois ça pour te calmer. Merci. Ma mère a ouvert une boîte de café et a pris une gorgée, semblant enfin se calmer. Voir qu'elle était détendue me rendait également plus détendue. Alors que nous étions assises dans la zone café avant l'aube, une infirmière s'est approchée de nous. « Excusez-moi, êtes-vous Catherine Thompson, épouse de Bob Thompson ?» Oui, c'est moi. L'infirmière avait vu le nom que j'avais rempli dans le registre des visiteurs et s'était demandé si cela pouvait être moi. Dans la nuit, vers 2 heures du matin, votre mari a été admis en ambulance. Toi? Nous avons essayé de vous joindre à plusieurs reprises en utilisant le numéro que votre mari a fourni, mais nous n'avons pas pu vous joindre. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Lorsque je suis montée dans la voiture, je l'avais mis en sourdine, pensant que j'arriverais bientôt à l'hôpital. Je me souviens l'avoir réglé ainsi, ne voulant pas perdre de temps à régler les paramètres en arrivant à l'hôpital. J'ai vu plusieurs appels manqués d'un numéro inconnu, qui s'est avéré être celui de cet hôpital. Marie a dû penser que je ne viendrais pas à l'hôpital et qu'elle me suivrait simplement à la maison. Elle a donc fourni à la fois notre numéro de maison et mon numéro de portable. Elle n'a probablement jamais imaginé que je, seule dans les bois en pleine nuit, marcherais plus de 6 miles jusqu'à l'hôpital. J'ai expliqué que mon père était également traité ici, présenté mes excuses pour avoir manqué les appels et mis Marie au courant de la situation. J'ai passé un coup de fil et j'ai demandé des nouvelles de la condition de Marie. Apparemment, après m'avoir laissé derrière, Marie a eu un accident sur le chemin du retour. Elle est vivante, mais les 2 jambes sont cassées et elle a besoin d'une opération. C'est pour ça qu'ils ont essayé de me joindre. J'ai demandé à ma mère d'attendre pendant que j'allais voir Marie. C'est quelque chose, d'avoir son mari et son père à l'hôpital en même temps. L'infirmière m'a dit ça avec un regard compatissant, mais je n'ai ressenti de la compassion que pour mon père. Je n'en avais rien à faire de ce qui arrivait à Marie. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de m'occuper d'elle. Mais il n'est pas nécessaire de dire de telles choses à quelqu'un qui ne connaît pas la situation, alors j'ai souri vaguement. Par chance, Marie était opérée dans la salle d'opération à côté de celle de mon père, et elle était dans une chambre privée près de la réanimation. Il y avait une plaque à l'entrée de la chambre qui indiquait Madame Marie Thompson. C'est la meilleure chambre privée, et apparemment, c'était la demande de Marie. Je suis entrée dans la chambre avec l'infirmière qui m'avait montré le chemin. Marie était suspendue avec les 2 jambes immobilisées, regardant misérablement. Je suis désolée de t'avoir causé tout ça, surtout avec ton père dans un tel état. Infirmière, je m'excuse pour le dérangement avec un sourire forcé. Où étais-tu? Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone tout de suite?
J'étais coincé ici, à lutter. Où pensez-vous? Tu m'as dit que mon père avait subi une opération, n'est-ce pas? Bien sûr, j'étais à l'hôpital, ai-je répondu. Marie avait l'air vraiment choquée par ma réponse. Qu'est-ce que c'est que ce ton? Ne t'ai-je pas toujours dit de parler poliment et gracieusement? Je n'accepterai pas un tel langage, a-t-il réprimandé, retrouvant rapidement son aplomb. Il semblait toujours croire qu'il avait l'avantage. Pourquoi devrais-je être si poli avec toi? Envers quelqu'un qui m'a trompé et m'a laissé dans une forêt au milieu de la nuit? Je ne ressens pas le besoin de faire preuve d'une telle considération. Qu'as-tu dit? Marie m'a dévisagé en disant, c'est ainsi que tu t'adresses à ton maître. Dans une voix calme mais contenue, pleine de colère. Maître, ai-je vu? Il s'est toujours considéré de cette manière. Son attitude n'était pas celle d'un mari envers une femme, mais d'un maître envers un serviteur. Mais je ne suis plus une servante, je me suis réappropriée dans cette forêt. Je n'ai pas de maître. Je suis une personne libre. Voyant ma position ferme, le visage de Marie s'est déformé en colère visible. Est-ce que c'est ce qu'une personne qui a été prise en charge devrait dire? Eh bien, est-ce ce que quelqu'un qui a été pris en charge devrait dire? Toi? Ah, peut-être choquée par mes mots, Marie a tressailli, causant une douleur dans ses jambes immobilisées et poussant un cri de douleur. Je suppose que tu as eu ce qui te était dû. J'ai ri, et Marie a pleuré. Les rôles s'étaient inversés. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est de ta faute si je me trouve dans ce pétrin. N'as-tu pas de remords? C'est de ma faute. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a laissé sa femme dans la forêt et s'est précipité à la maison. Tu l'as mérité, je lui ai répondu. Marie me regardait avec incrédulité, semblant un mélange de choc et de peur dans les yeux. Son épouse, qui avait toujours été obéissante et l'admirait avec admiration, le confrontait maintenant avec des mots froids et des regards, comme une étrangère. Il avait l'air troublé, ses yeux se promenaient. Je me suis rendu compte qu'il n'était qu'un petit homme insignifiant. J'ai eu honte d'avoir craint et agi de manière si soumise à cet homme pendant si longtemps. Nous devrions nous séparer, ai-je parlé fermement. Je ne vois plus l'intérêt d'être marié à toi. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu sois renvoyé de l'hôpital, alors prépare-toi dans l'intervalle. Je vais ranger nos affaires à la maison. Ne sois pas ridicule, je ne t'abandonnerai jamais. Tu réalises combien de temps et d'efforts j'ai mis dans cette relation? Bob gémit de douleur en bougeant. Il est devenu silencieux, les larmes déformant son visage. As-tu quelque chose d'autre à dire? Si c'est le cas, c'est le moment. Qu'est-ce que ce sera? Malgré mes mots, Bob va simplement continuer à pleurer, incapable de répondre. Rien, alors? D'accord, je dois aller m'occuper de mon père. Prends soin de toi et au revoir. Je suis sortie de la pièce, laissant Marie gémir de douleur. Mon père s'est réveillé plus tard dans la journée. Tenant la main de ma mère, des larmes de joie ont coulé sur nos visages. Bien qu'il ait fallu du temps pour qu'il soit renvoyé de l'USI et mobile, c'était un soulagement de savoir qu'il allait bien. Je suis retournée chez mes parents avec ma mère et lui ai annoncé ma décision de divorcer de Marie. Ma mère a été initialement choquée, mais après avoir entendu mon histoire, elle a hoché la tête en silence et m'a accueillie à la maison. Elle n'avait jamais imaginé que sa fille, qu'elle croyait heureuse, était traitée aussi mal. Je ne lui avais jamais dit la vérité, essayant de présenter un visage de mariage heureux. Moi-même, j'ai même essayé de me convaincre d'être une épouse heureuse. J'ai pleuré devant la compréhension de ma mère et pour l'avoir inquiétée. Je pleurais et pleurais jusqu'à ce que je commence à préparer l'étape suivante. Dans ce cas, c'était étonnamment facile car un ami à moi travaillait dans un cabinet d'avocats.
J'ai rencontré quelques avocats et j'ai choisi une avocate femme qui a aidé beaucoup de femmes comme moi souffrant de l'abus émotionnel de leur mari. J'ai gagné une alliée expérimentée et puissante. Juste au moment où Marie était à l'hôpital, j'ai organisé mes affaires et je me suis préparée à quitter la maison. Le défi était de prouver la faute de Marie, mais étonnamment, cela a été facilement réglé. Lorsque Marie a eu un accident et a été interrogée par la police, elle leur a dit « J'ai eu un accident sur mon chemin du retour après avoir déposé ma femme à l'hôpital, où elle voulait être avec son père qui a été opéré en urgence. » Cependant, son histoire semblait douteuse. Après tout, j'étais arrivée à l'hôpital 2 heures après l'accident de Marie. Lorsqu'on m'a demandé où elle était et ce qu'elle faisait pendant ce temps, j'ai honnêtement tout leur dit, y compris être abandonnée dans la forêt tard dans la nuit. Au début, les policiers étaient juste choqués, mais à mesure qu'ils écoutaient, ils ont commencé à suspecter qu'il s'agissait d'un abandon malveillant. Beaucoup de gens, pas seulement la police, mais aussi ceux qui étaient impliqués dans l'assurance, son entreprise et d'autres, ont finalement découvert la vérité. Chaque fois, Marie a continué à faire des erreurs, et je suis reconnaissante pour cela. De cette façon, j'ai pu prouver à quel point Marie m'avait rabaissée, négligée et blessée pendant notre mariage de 2 ans. Elle a été tenue responsable en raison de la maltraitance émotionnelle. Bien que ce soit un mariage de courte durée de seulement 2 ans et que je n'ai jamais eu à me soucier des finances, j'ai pu obtenir une somme satisfaisante en pension alimentaire et j'ai divorcé. Marie. Après le divorce, je suis retournée à la maison familiale et j'ai pris soin de mon père pendant un certain temps. Heureusement, la récupération de mon père s'est déroulée plus facilement que prévu, et il semble reprendre sa vie régulière sans effet persistant. Le lieu de travail de mon père lui a dit qu'il pouvait revenir après une courte pause, et il en est profondément reconnaissant. Par chance, j'ai décroché un emploi dans le cabinet d'avocat qui m'avait assisté lors de mon divorce. Une amie à moi s'est mariée et déménageait en raison de son travail. Grâce à la recommandation de mon ami et à l'avocat qui avait vu ma vraie nature lors de mes interactions avec Marie, le processus d'embauche s'est déroulé sans heurts. Ainsi, notre famille de 3 personnes avance lentement. Marie a complètement perdu sa fiabilité depuis notre divorce. Quel que soit son attrait ou son élite, il est maintenant reconnu comme une personne terrible qui ne peut pas traiter les autres correctement. Il semble que personne ne veuille avoir affaire à lui maintenant. Un ancien collègue a souhaité me parler. Apparemment, après la guérison de Marie et son retour au travail, il a commencé à dire que j'étais une femme terrible qui l'avait abandonné alors qu'il était blessé. Malgré le fait que beaucoup de gens sachent déjà la vraie raison de notre divorce, je suis stupéfaite. Je suis stupéfaite de la façon dont il me sous-estime. Donc, j'ai demandé à mon avocat d'envoyer une mise en demeure, menaçant de poursuivre pour diffamation s'il ne corrige pas son histoire. Mes amis ont également partagé l'histoire réelle, et ceux qui étaient sur le point de croire Marie reconnaissent maintenant qu'il s'agit d'un abuseur émotionnel menteur. Eh bien, il semble toujours avoir son emploi parce qu'il est compétent, mais je me demande combien de temps il peut le maintenir dans un tel environnement hostile. En ce moment, je ne suis pas prête à chercher quelqu'un de nouveau, mais je veux trouver quelqu'un qui se soucie vraiment de moi la prochaine fois. Je veux montrer à mes parents une version heureuse et authentique de moi-même. Ce jour-là, je garderai la tête haute et continuerai d'avancer.